16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, acteur, réalisateur et écrivain français dont le 3e roman, L'Attraction du désordre, sort en février chez Anne Carrière. On en parlera dans cette émission. Aperçu dans une trentaine de rôles au cinéma, dont le dernier, le film La Belle Époque de Nicolas Bedos. Aujourd'hui, Michael Cohen est dans la pièce Bungalow 21 dans le rôle d'Yves Montand aux côtés des Sœurs Seigné jusqu'au mois de janvier dans une mise en scène de Jérémy Littmann, scénario Éric-Emmanuel Schmitt bien sûr, et cela joue au Théâtre de la Madeleine. L'occasion comme toujours de découvrir notre invité en direct sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Michael Cohen. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. J'ai un petit peu parlé du parcours brièvement et puis de ce qui nous attend dans cette émission où bien sûr votre actualité a son importance, mais on a surtout dans cette émission envie de découvrir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites, et je sais que vous connaissez la règle puisque vous avez écouté quelques émissions. Oui. Tout d'abord, 3 mots pour vous décrire. J'ai envie de dire hédoniste, fataliste, et puis je cherchais un mot en iste encore, donc bouquiniste, qui n'est pas vraiment un adjectif, mais parce que j'aime bien bouquiner. Donc fataliste et bouquiniste, très bien, c'est noté. On va voir dans cette émission si ça colle avec votre personnalité, mais toujours les débuts. Michael Cohen, vous êtes né un 13 décembre dans les années 70 à Maisons Laffitte. Aujourd'hui, avec le recul que vous avez sur la vie, sur ce qui s'est passé dans la vôtre en tout cas, quel genre d'enfance vous direz que vous avez eu et dans quel cadre familial vous avez évolué ? Oh là là, bon, je ne sais pas si mes parents écoutent, mais c'est pas grave. Mais on les embrasse déjà. On les embrasse très fort, bien sûr. Non, j'ai vécu dans une atmosphère un peu compliquée d'un homme et une femme qui ont essayé de s'aimer, pendant plus de 20 ans et qui n'y sont jamais parvenus. Et puis, et au milieu de ça, il y avait des enfants. Donc, on était 3 garçons. Donc, j'avais 2 frères et qui avaient un peu de mal à se situer par rapport à trouver leur place. En tout cas, moi, j'avais vraiment du mal à trouver ma place dans cette famille. Et c'est sûrement pour ça que j'ai voulu devenir acteur, enfin artiste. En tout cas, aller ailleurs. Et donc voilà, c'était pas une enfance très heureuse, mais je n'en veux à personne et je me rends compte en grandissant et puis en étant adulte à quel point c'est compliqué de réussir sa vie sentimentale, sa vie de parent, sa vie tout court d'ailleurs. Donc voilà, une enfance un peu compliquée, un peu embrumée, mais qui m'a certainement servi qui a certainement été un moteur pour la suite. Vos parents sont toujours ensemble aujourd'hui ? Alors non seulement ils sont pas ensemble, mais c'est ce qui était très, très étrange et ce qui confirme qu'ils étaient vraiment pas faits l'un pour l'autre, c'est qu'ils ne s'adressent plus à parole depuis plus de 20 ans. Et donc ça prouve vraiment qu'ils avaient rien à faire, parce qu'en ce qui me concerne moi, c'est quelque chose que je pourrais jamais vivre, c'est-à-dire avoir aimé quelqu'un et ne plus adresser la parole. Je pense que quand on aime quelqu'un une fois, c'est pour toujours. C'est pour toute la vie. C'est pour toute la vie, et même si on se sépare, et même si la vie fait que, et même s'il y a des petites rancœurs ou je n'arrive pas à concevoir qu'on puisse ne plus vouloir adresser la parole à l'autre, surtout si on l'a aimé, et encore plus si on a créé des choses, notamment des enfants, pour créer créer et procréer des choses ensemble. Je verrai dans cette émission si on évolue bien ensemble, si je peux rentrer davantage dans cette intimité, mais on va pas y aller de but en blanc. Ou animatrice de radio? Non, un petit peu des deux peut-être. Bon. C'est une vocation manquée, mais peut-être que finalement on revient toujours à ce qu'on a envie de faire dans la vie, donc on verra plus tard si on est assez intime pour parler de tout ça. Éteignez la lumière alors. Michael Cohen, vous allez vous inscrire, comme vous venez de nous le dire, finalement très tôt au Cours Florent, dès l'âge de 15 ans. Oui. Mais vous débutez à 22 ans, surtout au théâtre, sous la houlette de Francis Huster et d'Isabelle Nanty, oui, avec qui vous allez jouer dans Puzzi et Saloperie de merde, que vous mettrez en scène. Quel souvenir vous gardez de ces débuts, de ces premiers pas quand vous foulez la scène du théâtre ? Alors, ma première pièce professionnelle, effectivement, c'est Francis Huster qui m'a donné cette chance de le vivre au Théâtre Antoine. En plus, c'était une pièce quand même sur Gustav Mahler, et je jouais un disciple de Theodor Herzl, rien que ça, qui essayait de convaincre Mahler de se rallier à la cause sioniste pour justement créer l'État d'Israël avant la guerre, etc. Et donc, c'était en plus quelque
chose de lourd, profond et qui faisait appel à des racines lointaines. Et en plus de ça, Francis Huster était un de mes professeurs au cours Florent, j'étais à la classe libre. C'était merveilleux, magnifique, ce théâtre Antoine qui est un des plus beaux de Paris. Et puis tout à coup, je rentrais dans le monde, dans ce monde dont j'avais rêvé toute mon enfance, et j'étais un peu adoubé. Mais la première fois où j'ai mis un pied sur une scène de théâtre au cours Florent à 15 ans, moi, enfant timide, mal dans ma peau, etc. Je vous passe les clichés des acteurs. Mais à partir du moment où j'ai posé un pied sur la scène, cette petite scène de la salle Pierre Dux du cours Florent, j'ai su que c'était là ma place, ma maison, mon église, ma synagogue, ma religion, mon antre. C'était mon ventre, c'était chez moi. C'est très beau ce que vous venez de nous dire. Votre première apparition arrive plus tard au cinéma en 91 dans l'opération Cornet de Bif aux côtés de Christian Clavier, de Jean Reno. C'est une comédie d'espionnage signée Jean-Marie Poireux. D'abord, quel rôle vous aviez? Et puis, dans la foulée, je vais vous demander, parce que vous étiez quand même assez jeune, quand on se retrouve au cinéma jeune comme ça avec des pointures, est-ce qu'on apprend plus vite ou on s'affole plus vite? C'est marrant que vous me parliez de ça parce que c'est effectivement sur ce film où j'ai compris beaucoup de choses, mais pas parce que j'ai joué dedans. En fait, je me suis retrouvé à être stagiaire à la régie. Donc, stagiaire régie, c'est vraiment ceux qui amènent les cafés, qui amènent les croissants le matin, qui préparent la table régie, qui vont chercher aussi les acteurs, les metteurs en scène, enfin le metteur en scène. En fait, ils sont là avant tout le monde, ils partent après tout le monde. J'ai eu la chance de me retrouver là parce que j'ai rencontré à l'école un garçon qui est devenu un de mes meilleurs potes. C'était le fils du réalisateur Jean-Marie Poiret, et il se trouve que donc j'avais 14 ans et que quand je l'ai rencontré, j'étais le seul dans cette école à connaître la filmographie par cœur de Jean-Marie Poiret, et donc ça a créé des liens, et puis on est devenus amis, et puis voilà, il m'a présenté son père. J'ai eu la chance de faire de la figuration à 15 ans dans Mes meilleurs copains, qui est un film culte, et puis à un moment donné il me propose de faire de la régie sur Opération Cornet de Bif, et je suis comme un dingue. J'ai 18 ans ou 19 ans, je sais plus, et c'est là où je comprends comment marche un plateau de cinéma, c'est-à-dire en faisant de la régie, en écoutant les conversation quand j'amène Clavier ou Poiret ou Valérie Lemercier, avec qui je suis devenu très ami après, etc. Et il se trouve qu'à un moment donné, il y a un acteur qui devait faire un rôle, c'est-à-dire d'un militaire qui doit venir chercher Jean Reno à l'aéroport, et il avait les cheveux longs, il voulait pas se faire couper les cheveux. Je dis, moi je veux bien me faire couper les cheveux si vous voulez, et donc ils m'ont donné ce rôle. Donc c'est ma première phrase au cinéma. Le pied à l'étrier, et c'est souvent très important à mon sens. Moi j'aime beaucoup les premières fois, donc et pardon, mais juste, c'est marrant que vous parliez, parce que c'est un film un peu culte, et souvent on en parle en fait. Il y a des gens pour qui c'est un film encore plus fort que Les Visiteurs, voilà, parce que c'est vraiment un film dingo, fou, et j'invite les auditeurs à le revoir ou à le voir, parce que c'est vraiment un film étonnant. Et c'est aussi l'envie dans cette émission de faire revivre ce qui a vécu et ce que vous avez mis, on le verra dans la deuxième partie d'émission. S'en suivra au total une trentaine de rôles, dont Le Nombril du Monde, Ariel Zetoun, Les Misérables de Claude Lelouch dans le rôle de Marius, Les Menteurs d'Elie Chouraki, ou encore Une vie à t'attendre de Thierry Cliffat, très très bon film que j'ai adoré, Cavalcade de Steve Spissa, La Petite Jérusalem de Karine Albou, vous allez voir où je veux en venir, Le Héros de la famille, encore une fois de Thierry Cliffat dans le rôle de Nino Ben Salem, Dalida de Lisa Azuelos, ou encore Tout nous sépare de Thierry Cliffat, encore une fois, pour finir avec La Belle Époque de Nicolas Bedos. Est-ce qu'il y a un dénominateur commun dans les films que vous avez joués? Quand je vous entends, j'ai l'impression d'avoir travaillé avec des réalisateurs de confession juive. C'est ça. Alors que justement, j'ai toujours essayé d'éviter de rentrer dans cette caricature-là, mais vous n'avez pas tous cité, mais il y en a qui ne le sont pas. J'ai dû les choisir volontairement. Mais c'est étrange parce que, alors, en fait, quand j'ai commencé les cours de théâtre, on m'a dit tu devrais changer de nom parce que Cohen, ça fait quand même très juif. Et je me suis posé la même question que vous, Michael Cohen. Voilà, Cohen, ça fait très juif, et on va te proposer que des rôles de rabbin ou des rôles de. Et ça m'a tellement vexé que mon nom puisse influer quel que soit le désir des metteurs en scène, que j'ai dit mais non seulement je vais le garder, mais en plus si je pouvais être noir, je vous emmerde, quoi. Et en fait, quand même. Et je regrette pas du tout, parce que voilà, c'est le nom de mon père, c'est mon nom, et puis voilà. Mais alors déjà, ce qui est embêtant, c'est que parfois on a des homonymes. Bon, vous savez de quoi je parle. On n'est pas de la même famille, vous et moi d'ailleurs. Et puis,
je voulais absolument pas, en tout cas, être catalogué comme le juif de service. J'avais par exemple fait le casting pour La Vérité si je mens, et puis pendant le casting, il me demandait de prendre l'accent. Donc que vous connaissez, que vous avez vu dans le film, et je détestais cette caricature, et voilà, donc j'ai dit non, je sais pas, je suis pas imitateur, je sais pas faire des accents. Tous ne l'ont pas en plus, hein. Quand on regarde Vincent Elbaz, il a pas spécialement l'accent. Non, parce que je pense qu'il a été assez malin justement pour accepter de faire le casting, et peut-être faire l'accent, et puis après dire attendez les gars, tous les juifs du monde entier parlent pas comme ça, etc. Et puis même les juifs tunisiens n'ont pas autant de voilà. Mais bon, après c'était de la comédie, c'est des caricatures, et moi j'ai pas voulu, j'arrivais pas à m'inscrire là-dedans. Donc voilà, et il se trouve que peut-être que les premiers réalisateurs avec qui j'ai travaillé, comme Elie Chouaki ou Ariel Zetoun ou Claude Lelouch, qui étaient des réalisateurs que j'admirais, peut-être m'ont un peu choisi à cause de mon nom, et peut-être que d'autres m'ont pas choisi à cause de mon nom, mais c'est comme ça. Moi, je me sens pas du tout marqué par ces origines-là. J'ai l'impression d'être passe-partout, en vrai. Voilà, passe-partout, c'est bien. Passe-partout, c'est joli. Est-ce qu'il y a des nouveaux projets de cinéma éventuellement, prochainement, qu'on pourrait attendre avec vous, Michael Cohen? Je vous pose la question parce que je sais aussi quand vous avez vécu un tournant en 2010 avec une envie de réalisation, de scénario, avec Ça commence par la fin, ou encore L'invitation. Est-ce que quelque chose serait en préparation? Ah, en tant que réalisateur? Acteur, réalisateur au cinéma en tout cas. Bah oui, mais c'est-à-dire que maintenant les films on les tourne et on sait même plus si ça va sortir au cinéma ou sur les plateformes. Donc j'ai tourné un film par exemple en Thaïlande l'année dernière de Jean-Marc Mineo. Je sais toujours pas si ça va sortir ou au cinéma ou sur une plateforme. J'ai tourné un film aussi qui est formidable, s'appelle Les Indociles de Jean-Marc Barr avec Pascal Arnold, et je sais pas si ça va sortir au cinéma ou peut-être sur Arte ou peut-être. Donc aujourd'hui, c'est un peu flou. Enfin, depuis le Covid, tout ça est un peu flou. Vous diriez que c'est mieux ou que c'est moins bien, l'apparition des plateformes par rapport au cinéma? Je vous pose cette question parce que, par exemple, j'ai reçu Radu Mihailanu. Ouais. Pour lui, c'est un vrai sujet, ça. Alors, moi, je suis plutôt à ne jamais dire avant c'était mieux. Je suis plutôt à dire maintenant c'est comme ça, quoi. Et donc c'est comme ça. Et donc il n'y a pas à savoir si c'était mieux ou pas mieux ou moins bien, mais sauf que c'est comme ça et qu'il faut évoluer et puis savoir utiliser cet outil comme on peut. Il y a de tout sur les plateformes. Il y a des choses vraiment irregardables. Puis il y a des œuvres magnifiques. Moi, je suis encore un peu nostalgique de voir les films en salle parce que c'est là où j'ai le plus d'émotions et que cette émotion collective qu'on retrouve au théâtre et au cinéma, c'est quelque chose d'assez unique et on n'a pas le même ressenti quand on voit un film au cinéma ou que chez soi. Bon, c'est comme ça, mais disons que le fait d'avoir beaucoup de plateformes et beaucoup ça augmente la production, ça augmente les projets. Je sature un peu sur les séries, je sature un peu sur... Au bout d'un moment, je sais plus quoi regarder, donc je regarde rien, et puis j'ouvre un livre, et c'est très bien. Et puis on vous retrouve surtout, vous, au cinéma ou en salle ou encore au théâtre. Au total, vous voyez confier une trentaine de rôles au cinéma, une vingtaine de films et séries à la télévision, Michael Cohen, une dizaine de pièces en tant qu'acteur. Vous serez d'ailleurs décoré du Molière de la Révélation théâtrale en 2003. Je t'ai nommé. J'ai pas eu la décoration. Pour la preuve, j'étais persuadée, voyez-vous. Et on vous a vu récemment. On vous a vu récemment dans la pièce de théâtre Elephant Man aux côtés de Béatrice Dalle et de Joe Star. Et désormais, Michael Cohen, vous êtes Yves Montand aux côtés des sœurs Seigné, Emmanuel et Mathilde Seigné, dans la pièce Bungalow 21 au théâtre de la Madeleine jusqu'à janvier, dans une mise en scène de Jérémy Lippmann tirée du scénario d'Éric Emmanuel Schmitt sur une idée de Benjamin Castaldi, il faut le souligner. C'est une pièce qui raconte la brève histoire d'amour entre Montand et Marilyn Monroe. Comment ce rôle est arrivé à vous tout d'abord ? Je peux me permettre de rectifier, ce n'est pas un scénario, mais une pièce de théâtre. Parce que peut-être ça deviendra un jour un scénario, mais c'est une pièce de théâtre. Pardon, parce qu'en même temps, j'entends la voix de Montand et j'adore cette chanson. En fait, ça m'est arrivé vraiment. Je pense que c'était. Alors pour le coup, c'était assez écrit.
Les auditeurs entendent la chanson en même temps que Oui, je parle. en même temps. J'ai beaucoup de mal à parler. Mais on aura dessus. beaucoup de temps pour la diffuser, vous inquiétez D'accord. pas, c'est prévu au programme. J'ai reçu Jeremy Lipman, que je connaissais un petit peu, qui m'avait vu notamment dans Elephant Man et qui connaît un peu mon travail, m'a fait lire la pièce de théâtre en me demandant si j'acceptais de faire une lecture, juste une lecture avec Mathilde Seigné. Et j'ai lu la pièce et quand je l'ai lue, j'ai su que c'était moi qui devait jouer ce rôle. J'ai adoré la pièce, adoré ce personnage. Et il se trouve que je tournais à ce moment-là une série avec Muriel Robin et que le jour de la lecture, j'ai pas pu m'y rendre. Et j'étais comme un dingue. J'ai essayé de changer l'heure de la lecture, le jour de tournage, j'ai tout fait. Je n'ai pas réussi. Et pourtant, j'ai commencé à travailler le rôle alors que je n'avais même pas pu faire la lecture pour l'audition. Et une semaine plus tard, il m'appelle, il me dit écoute, j'aimerais quand même, ça s'est bien passé l'audition avec l'autre acteur, mais j'aimerais bien quand même te voir. Et j'ai fait une audition, une lecture-audition avec les deux sœurs à ce moment-là. Et puis j'ai eu la réponse, je sais pas, 15 jours plus tard. Mais j'ai continué à travailler et en fait, je connaissais déjà le rôle par cœur, avant même de savoir que j'avais été choisi. Il était pour vous et vous le sentiez. Ouais, il y avait ce quelque chose. La pièce, elle démarre avec des images comme un show de Broadway et pour cause. Cela rappelle Yves Montand qui a triomphé avec un tour de chant de 22 chansons qui a marqué l'histoire du musical au début des années 50 avant d'arriver aux États-Unis en 59 pour un show à Broadway qui a duré 3 semaines. Montand conquiert l'Amérique et c'est lors de sa première que Marilyn Monroe le remarque lors de ce récital. Ils vont se rencontrer après avec son mari Arthur Miller, ils vont dîner et puis finalement elle va imposer très vite qu'ils tournent ensemble aux États-Unis dans un film qui s'appelle Le Milliardaire. C'est ce qu'on voit sur scène avec vous. On ne pouvait pas dire non à Marilyn. Non mais vous vous rendez compte, Ivo Olivi, ce petit fils de paysan italien qui a dû fuir le fascisme et qui s'est retrouvé à Marseille, Dockers, qui était un enfant, et donc je me retrouve beaucoup là-dedans, qui était très complexé et qui voulait s'évader, s'enfuir de tout ça. Et tout à coup, il arrive à Hollywood et il y a la plus belle femme, la plus grande star du monde qui le choisit lui et qui va tourner un film avec lui pour la Fox, mais c'est quelque chose d'incroyable. Et au même moment, sa femme, la femme qu'il aime le plus au monde, Simone Signoret, a tourné un film qui est nommé aux Oscars et elle risque d'avoir l'Oscar. Donc ils arrivent tous les deux à Los Angeles. Mais je sais même pas si on a d'équivalent en France, même Guillaume Canet, Marion Cotillard ou Monica Bellucci ou Vincent Cassel. Je ne sais même pas s'ils ont vécu une union et une synchronicité aussi forte que ça, que ces deux-là à ce moment-là. Et donc ils arrivent à Hollywood, en étant le plus amoureux possible et les rois du monde. Et ils se retrouvent dans cet hôtel, dans 2 bungalows côte à côte. Donc un bungalow avec Signoret et Montand et un bungalow avec Monroe et Miller. Il n'y a qu'un paillasson qui les sépare. Et ils passent leur journée ensemble à se faire des pâtes, à écouter des disques, à lire des choses, à refaire le monde. Et déjà rien que ça, moi, rien que ça m'a toujours fait fantasmer, rien que ça, avant même de savoir l'idylle entre les deux. Mais rien que ce moment ils ont vécu comme, je sais pas, un kibbutz, quoi, tous les 4, quoi, un mini kibbutz avec les plus grandes stars du monde. Donc, ça commence comme ça, le spectacle. C'est-à-dire que quand on rentre dans la pièce, on voit, alors après, c'est vraiment ma perception, ces 2 couples très mythiques, le couple d'Hollywood, Miller et Monroe, et on voit cet autre couple mythique, Montand-Signoret. C'est un petit peu, à mon sens, les 2 couples qui se croisent avec 2 intellectuels face à 2 égocentriques, si je puis me permettre. Une Simone qui est une femme qui lit, qui pense, qui réfléchit. Et au départ, cette amitié, peut-être amitié amoureuse, je ne sais pas, entre Simone et Miller qui rend jaloux Montand. C'est comme ça que ça se passe au départ. Oui, il y a ça. Il y a de ça parce que encore une fois, Montand était complexé. Il pensait que ce qui est faux en vrai, et de la même manière que Marilyn était complexée de ne pas être assez cultivée, assez intelligente, ce qui est faux aussi parce que quand on lit ce qu'elle a écrit, quand on voit son parcours de vie, c'était quelqu'un de très très intelligent. Et Montand, c'est pareil. Quand on voit les interviews aujourd'hui qui donnaient à l'époque et ses prises de position, ses engagements, même si on a toujours dit que c'était Signoret la tête et lui le cœur, je sais pas, mais c'était quelqu'un
qui était loin d'être bête et qui était plutôt autodidacte. Et donc, mais comme tous ces autodidactes qui étaient très complexés, et Signoret, c'est vrai que Signoret et Miller se sont trouvés très très vite intellectuellement. Monroe et Montand se ressemblaient dans le sens où c'était encore une fois des enfants qui avaient besoin de rattraper quelque chose, enfin des adultes qui avaient besoin de rattraper quelque chose de leur enfance. Et mais en même temps, dans les couples, c'est bien l'équilibre. Et je pense que Signoret et Miller, ils n'auraient pas pu être ensemble vraiment. Et de la même manière que Montand et Monroe, ils pouvaient pas non plus vivre une histoire plus importante que ça, même si Monroe en a rêvé et que Montand a hésité à quitter Simone pour elle. Vous pensez que c'était une histoire sérieuse entre Marilyn Monroe et Yves Montand, plus que passagère? Bon, en tout cas, ça n'a pas duré une nuit. Ça a duré. Vous savez, en fait, ça s'est passé. Pendant le tour, il y a le tournage qui dure un moment, et puis donc les deux conjoints sont là, et puis à un moment donné, il y a une grève à Hollywood comme il y a en ce moment, ou comme il y a presque plus, mais qu'il y a eu là pendant 3 mois. Et c'est la première fois qu'il y a les mêmes grèves de scénaristes et d'acteurs. Et à ce moment-là, donc il y a une grève et le tournage est en stand-by. Et donc, ils sont obligés, les conjoints, de partir. Simone va partir en Italie tourner un film, et Miller va partir en Irlande pour écrire les Misfits, avec John Huston. Et donc, il y a une grève. Et cette grève, elle oblige Monroe et Montand à ne pas tourner pendant 1 mois, 2 mois, peut-être un peu plus. Et donc, ils vont rester tous les deux pendant 2 mois à vivre leur histoire d'amour sans même devoir aller tourner. C'est-à-dire que ils ont vécu... c'est un amour de vacances, mais de longues vacances, et puis dans des bonnes conditions. On va continuer à parler de cette pièce avec vous très longuement. J'ai encore plein de questions, Michael Cohen. Vous êtes venu nous voir pour la pièce Bungalow 21, où vous jouez le rôle d'Yves Montand au Théâtre de la Madeleine. On va écouter quelque chose que vous aimez, et puis on revient dans un instant avec nos chroniqueurs, et juste après le rappel des titres sur Radio J. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Sur Radio J, bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Eva Soto. Bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité, une frappe ce matin contre une base de missiles iranienne imputée à Israël. L'agence de presse semi-officielle Tasnim a rapporté de fortes secousses vers 22h dans le secteur de la base souterraine et alentour de la ville de Karamabad. Ce qui fait peser le soupçon sur l'opération israélienne. C'est le site visé, apparemment celui qui sert à la fabrication des Shahab 3, des missiles de longue portée capables de frapper Israël. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que le Premier ministre Benyamin Netanyahou effectuerait une visite en Turquie dans les 2 prochains mois. Les 2 dirigeants se sont rencontrés pour la première fois la semaine dernière en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Un Kippour sous le signe de la division en Israël. Des affrontements ont éclaté au début du jeûne et à la fin du jeûne hier soir. Des groupes religieux orthodoxes ont défié la municipalité de Tel Aviv et l'ordre de la Cour suprême en mettant en place une méritza pour séparer hommes et femmes pour les prières
place Dizengoff. Qui pour en Israël, ce sont aussi les routes et les autoroutes vides prises d'assaut par les vélos et autres adeptes de rollers ou de trottinettes. Ce qui ne va pas sans occasionner des accidents. 307 personnes ont été blessées hier sur les routes. Diplomatie, une délégation saoudienne en Judée-Samarie pour une réunion avec le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Cette visite est la première de ce type depuis les accords de paix d'Oslo. Au chapitre sécuritaire, des terroristes ont tiré ce matin contre une position militaire israélienne en Judée-Samarie sans faire de blessés. Dans l'actualité internationale, des milliers d'Arméniens fuient le Haut-Karabakh. Plus de 13 000 ont déjà pu gagner l'Arménie. La région montagneuse, majoritairement peuplée d'Arméniens, est retombée aux mains de l'Azerbaïdjan. Et merci beaucoup Eva Soton. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et on revient sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. L'hôtel El-Konin Tel Aviv, le légendaire, le premier hôtel tel-avivien créé à Neve Tzedek, avec son design élégant, luxueux, l'hôtel El-Konin Tel Aviv apporte une touche de sophistication et de charme à la française dans la ville blanche. Piscine et bar sur toit, face à la mer, spa Clarins et produits d'accueil Clarins en chambre, salle VIP pour des événements intimes. Et ce n'est pas tout. L'hôtel El-Konin Tel Aviv vous propose l'époque. Restaurant exclusif avec pour la première fois en Israël, la signature au bûchon, le chef aux 31 étoiles Michelin à travers le monde. Et oui, l'hôtel El-Konin Tel Aviv est tout simplement exceptionnel. L'hôtel El-Konin Tel Aviv, 00 972 3 548 40 00 00 972 3 548 40 00. L'hôtel El-Konin Tel Aviv, incontournable. Caroline Fourest, directrice de la rédaction de Franc-Tireur. Franc-Tireur, c'est un journal de combat, contre les excès, contre les extrêmes. Parce que l'époque est aux radicalités, à la polarisation, à la manipulation, nous, on a eu envie de se battre pour la nuance. Franc-Tireur défendra la raison avec passion. Franc-Tireur, tous les mercredis chez votre marchand de journaux. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, l'acteur Michael Cohen pour la pièce de théâtre d'Éric Emmanuel Schmitt, Bungalow 21, dans le rôle d'Yves Montand aux côtés des Sœurs Seigné jusqu'au mois de janvier et dans une mise en scène de Jérémy Lippmann au théâtre de la Madeleine. On en parlait il y a quelques secondes. Finalement, Michael Cohen, une longue période de tournage durant laquelle Simone Signoret met au départ sa carrière entre parenthèses avant de recevoir l'Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation dans Les Chemins de la Haute-Ville de Jack Clayton. Puis elle doit partir à Rome pour un prochain tournage et alors Miller également, le mari de Marilyn Monroe, va s'envoler pour l'Irlande et elle va se retrouver, donc cette Marilyn, seule avec Yves Montand. Ils sont tous les deux pendant un moment et au départ, alors qu'elle l'agace énormément, Yves Montand, elle devient parfaite, cette Marilyn. C'est ça, exactement. Mais d'ailleurs, c'est très étonnant de se dire que ces deux conjoints très, très, très intelligents, à savoir Signoret et Miller, partent et les laissent tous les deux dans cette proximité et carrément, pratiquement à vivre ensemble. Enfin, il n'y a vraiment qu'une porte à ouvrir il suffit de tendre la main. Bon, ça, j'arrive pas, j'ai du mal à croire qu'ils puissent pas se dire, tiens, ça pourrait déraper. Mais en même temps, les 3 mois avant se sont passés dans une telle communion, une telle amitié. Ils ont partagé tellement de choses que je pense qu'ils se sont dit, bon, bah non, on est un trop plein de confiance, oui, peut-être. trop plein de confiance. Signoret et Monroe sont devenus très, très amis. Elles se confiaient des choses. Elles passaient des nuits entières à se parler, etc. Donc, voilà. Et c'est vrai que, à un moment donné, Monroe, quand elles sont parties, oui, elle a commencé à arriver à l'heure sur le tournage, mais je pense que c'est dans l'ordre. Elle a d'abord eu une histoire avec Montand et après elle est arrivée à l'heure et c'est ce qui lui fait dire dans la pièce, j'en avais marre qu'elle soit en retard, voilà, maintenant c'est arrangé, elle est à l'heure parce que ça le rendait dingue. Elle arrivait avec 1 heure, 2 heures, 3 heures de retard et lui qui était très professionnel et puis en plus qui avait une peur dingue parce qu'il jouait dans une langue qui n'était pas la sienne, il savait que c'était un tournant de sa carrière immense, il voulait pas le rater et en même temps il se disait mais en fait elle est en train de foutre tout ça en l'air et c'est pas impossible qu'il ait en plus couché avec elle, en plus
parce que c'est Marilyn Monroe et qu'elle était effectivement ce qu'elle était, mais peut-être parce qu'il voulait pouvoir la contrôler peut-être de l'intérieur, ou j'en sais rien. Enfin, je pense que pour lui, ce qui était le plus important, c'était d'aller au bout de ses rêves, quoi, et de sa réussite avant même. Et même le fait de coucher avec Marilyn, je me demande si c'est pas aussi quelque chose comme un Oscar pour lui quelque part, parce que et je me demande même s'il n'a pas aussi instrumentalisé même le fait que ça sache, j'en sais rien. En tout cas, voilà, ça a été quelque chose qui a été comment dire. Je ne trouve plus mes mots. On découvre sur la scène une Marilyn Monroe très portée sur l'alcool, persuadée qu'elle ne mourra pas vieille, c'est-à-dire jeune. Elle doute d'elle-même, de son jeu de scène, ce qui avait donc le don d'agacer Montand, comme l'appelait Simone Signoret. Il s'insupporte de ses retards, de ses oublis de texte, de son attitude de petite fille gâtée. Et elle se rend coupable de rien, mais on a l'impression qu'elle se sent coupable de tout. Cette Marilyn, à un moment donné, Montand dit « on ne peut pas transformer un éléphant en libellule », tandis qu'elle, dans ses retards de star, elle pense que qui aime attend, alors que pour Montand, qui attend n'aime pas ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça, de cette phrase précise « qui aime attend » Michael Cohen? Non, moi, j'ai eu la chance de travailler avec des grandes actrices, des grands acteurs, mais surtout des grandes actrices. Et quand elles arrivent en retard sur un plateau, c'est jamais un caprice. Moi, je le sais de l'intérieur. C'est parce qu'elles ont peur, c'est parce qu'elles se sentent pas rassurées, parce que le metteur en scène n'a peut-être pas les bons mots, ou parce que le texte qu'elles doivent dire est trop compliqué, ou mal écrit, ou ça touche. Et donc, en fait, diriger des acteurs, il faut être psychologue, il faut savoir entendre les silences aussi et ce qui ne se dit pas. Et donc voilà, Marilyn, elle arrivait souvent en retard sur les plateaux, mais pas parce qu'elle se prenait pour Marilyn Monroe. Au contraire, elle se prenait jamais pour Marilyn Monroe parce qu'elle avait peur, parce qu'elle se sentait pas assez aimée, assez désirée. Je pense que le problème de Marilyn, c'est qu'elle voulait tout le temps être très 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 désirée, et si on la désirait pas, elle provoquait le désir. Et elle va dire une phrase: il a tellement peur que ça me rassure. Bande-annonce. Bienvenue au Bungalow 20. Scandale à Hollywood. Le couple le plus célèbre d'Amérique n'existe plus. Arthur Miller et Marilyn Monroe divorcent. Suite au tournage du film Le Milliardaire, la rumeur d'une liaison avec la star française Yves Montand va bon train. Yves Montand, Marilyn Monroe, leur relation. Arthur Miller et Simone Signoret écartés, mais que s'est-il passé derrière les murs du Bungalow 21 du Beverly Hills Hotel? Cette histoire dépasse largement le petit monde des studios hollywoodiens. Et le scandale se répand comme une traînée de poudre jusqu'aux rues de Paris. Un scandale, Yves Montand, Marilyn Monroe. Suivez toute l'affaire dans notre numéro spécial à partir de septembre 2023 au Théâtre de la Madeleine. Et je recommande chaudement d'aller voir cette pièce Bungalow 21. Mais bien sûr. Parce que comme j'entends la musique et qu'elle est formidable dans la pièce, elle a été composée par David Parianti. Donc il y a quand même quelques musiques un peu qu'on connaît, mais il a fait beaucoup de créations très très belles. Voilà, inspiration hollywoodienne et puis inspiration des feuilles mortes revisitées, etc. C'est très très belle musique dans la pièce. Et je confirme. Pour terminer sur cette Marilyn Monroe que l'on voit sur scène jouée par Emmanuel Seigné, cette Marilyn séduit pour se rassurer, mais elle n'arrive pas pour autant à combler finalement un espèce de gouffre de solitude qu'on voit bien sur la scène. La preuve en est même que son mari, Arthur Miller, dit cette phrase: je suis un figurant dans sa vie. Et il dit à Simone en tant qu'ami: qui a dit que l'amour apporte une solution à nos problèmes? La plupart du temps, il les crée. Non. C'est beau quand même, non? C'est beau. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, Michael Cohen? Je suis d'accord avec lui. Mais en même temps, si on ne créait pas ces problèmes, on s'ennuierait beaucoup. Et on va les chercher. Ça me ramène à au titre de mon livre, ça s'appelle L'attraction du désordre. C'est un peu ça, c'est qu'on est toujours attiré, on rêve d'une vie bien rangée, mais en fait c'est souvent le désordre qui l'emporte. Bon. C'est assez amusant parce que c'était la transition que j'allais faire. Vous voyez, c'est écrit toujours dans la séduction ou pas, vous allez nous le dire. Après plusieurs livres que vous avez écrits, vous sortez ce 3e roman en février, L'attraction du désordre en février chez Anne Carrière, titre tout à fait dans le thème de la pièce qu'on est en train d'évoquer. Mais de quoi il s'agit en réalité, cette attraction
tension entre Marilyn et Montand et finalement psychologiquement entre Miller et Signoret. Est-ce qu'il y a de ça dans ce livre-là ? Non, il n'y a pas de ça, mais alors bizarrement, parce que donc je l'ai écrit avant de savoir que j'allais jouer Montand. Oui, mais je pense que vous saviez que vous joueriez Montand quelque part. En tout cas, non, mon livre est, on va dire, vaguement inspiré ou imprégné de César et Rosalie, et qui est un de mes films préférés. Et c'est l'histoire en fait d'un homme qui tombe amoureux d'une femme et ça se passe très très bien. Et un jour, cette femme lui raconte une passion qu'elle a eu juste avant lui, et au début il reçoit ça comme un cadeau parce qu'elle se livre, et puis en fait petit à petit c'est comme si elle lui mettait un virus dans la tête et il va devenir très très jaloux, enfin il va avoir une forme de jaloux rétrospective qui va ne faire que s'amplifier jusqu'au moment où il va décider d'aller rencontrer ce type pour arrêter de le fantasmer, arrêter d'imaginer d'autres choses que la réalité. Et quand il le rencontre, il va avoir un coup de foudre amical pour lui, ils vont devenir les meilleurs amis du monde, parce qu'il va faire le bordel un peu général dans ce trio-là. Donc l'attraction du désordre, c'est effectivement c'est d'aller là où on devrait pas aller, mais on y va parce qu'on est un peu programmé pour ça, bizarrement. Encore une fois, on veut tous être heureux, mais il y a quelque chose qui nous pousse souvent vers le désordre, ou disons le manque de... comment dire, le contraire de la simplicité, quoi, le contraire de la douceur, voilà. Et peut-être qu'il faut passer par ces chemins-là pour après accéder à quelque chose de plus harmonieux, mais bon. Peut-être que cela a été le cas, je ne sais pas, pour Montand et Signoret. 2 échanges phares dans cette pièce. Un sur l'orgueil entre Simone Signoret et Marilyn Monroe, que je ne vais pas trop détailler. Je vais laisser le soin aux auditeurs de venir découvrir ce moment de grâce, j'ai envie de dire. Oui. Et aussi un autre moment important. J'ai des partenaires extraordinaires, hein. Emmanuel Seigné et Mathilde Seigné. Donc Emmanuel Seigné qui joue Marilyn et Mathilde qui joue Simone Signoret sont des partenaires. Enfin, j'ai une chance immense parce que elles trichent pas. Et tous les soirs, alors que quand même la pièce est bien organisée, Jérémy Liebman a fait un travail magnifique et on suit quand même les rails de notre metteur en scène, mais à l'intérieur de ça, il y a une véritable liberté, une véritable vérité, et tous les soirs, ce qu'on se dit, et avec Arthur Miller aussi, qui est joué par Vincent Winterhalter, tous les soirs, c'est j'ai l'impression, chaque représentation est un moment de vérité, et à aucun moment j'ai l'impression qu'on triche. Et donc, les spectateurs, quand ils viennent nous voir, ils ne voient pas des acteurs répéter pour la énième fois quelque chose. Je crois qu'ils viennent voir des acteurs vivre cet instant-là. La pièce dure 1h30. C'est 1h30, un condensé d'amour, de violence conjugale, d'humour, de tempête. Mais tout ça est vécu dans la chair. Et on est une très jolie troupe. Il y a même le groom qui s'appelle Clément Moreau, qui est formidable aussi. Et on est une véritable troupe d'acteurs qui essayons de toucher la vérité de ce qu'on vous un grand moment dans la pièce, si je peux me permettre, Michael Cohen, entre vous et Mathilde Seigné, où c'est extrêmement incarné. Vous êtes au téléphone, on s'émeut avec elle, qui semble meurtrie par la trahison entre Montand et Marilyn. On rit aussi avec vous, et on veut finalement, on vous entend peut-être un peu pour vous en sortir. Vous dites, le cinéma c'est comme l'amour, quand on n'en veut pas, on en a plein, et quand on en veut, on n'a rien. Simone Signoret va vous répondre et vous dire cette merveilleuse phrase: alors reviens, j'arriverai plus facilement à te pardonner qu'à arrêter de t'aimer. Est-ce que vous pensez qu'on est toujours pardonné d'être un homme ? En tout cas, cette phrase, elle est magnifique. Et puis, de toute façon, ils ont été ensemble pendant pratiquement 40 ans, mais quel couple pendant 40 ans a vu un long fleuve tranquille, sans débordement, sans dérapage. Et il se trouve qu'eux se sont pardonnés leur dérapage. Ça a modifié bien sûr beaucoup de choses dans leur propre vie, mais ils n'ont jamais cessé d'avancer main dans la main. Et c'est ce qu'il lui dit aussi. Il lui dit, mais c'est avec toi, c'est pour toi que je veux continuer à avancer, progresser. Simone, Marilyn, c'est une gamine. Pour elle, dire je t'aime, c'est dire aime-moi. Elle sait pas, toi tu es une femme, tu es ma femme. Et c'est vrai que c'est pas une pièce qui prône l'adultère, mais l'adultère peut arriver d'un côté comme de l'autre. Et peut-être qu'il faut avoir la force de se dire, est-ce que je préfère perdre l'amour de ma vie, ou alors passer outre ma souffrance, ou mon orgueil, ou ma déception,
Et voilà. Moi, je pense que personne n'appartient à personne. Donc, à partir de ce moment-là, encore une fois, et rien à voir avec l'infidélité, mais il faut laisser la liberté à l'autre d'être ce qu'il est, de vivre ce qu'il a à vivre et de l'accompagner au mieux, voilà, jusqu'à ce qu'on puisse accepter ce qu'on peut accepter. Et libre spectateur de se faire un avis en venant vous voir. Bungalow 21, c'est au Théâtre de la Madeleine. Dans cette partie d'émission, on ne s'arrête pas évidemment, on découvre toute la culture que vous aimez ou qui pourrait vous plaire. Michael Cohen, et tout de suite, Hélène Kuttner nous emmène au théâtre. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Bonjour Hélène Kuttner. Bonjour Cyrielle, bonjour Michael Cohen, bonjour Kevin aujourd'hui et bonjour à toutes et à tous. Alors cher Michael Cohen, cette chronique théâtre, elle vous est dédiée puisque vous avez fait de votre vie un théâtre de personnages. On l'a vu en quête de vie, d'amour, par le jeu, par l'écriture, parce que vous êtes écrivain. Dans Bungalow 21, Cyrielle l'a raconté, vous incarnez très élégamment le rôle d'Yves Montand avec Emmanuel et Mathilde Seigné. Et dans cette pièce, on voit que les médias, les journaux, à l'époque, s'immiscent dans votre aventure avec Marilyn Monroe en 1960, alors que Montand tourne avec l'actrice la plus sexy du monde, aux grandes dames de Simone Signoret, qui devient la femme la plus trompée du monde. Alors, dans une autre pièce qui s'appelle Vidéo Club, que vous recommandez et que je recommande aussi chaleureusement, ce ne sont pas les médias, ce ne sont pas les journaux, mais c'est une caméra qui s'immisce insigneusement dans la cuisine de Jean-Marc et de Justine, jouée par Yvan Attal et Noémie Lvovsky, mise en scène par Jean-Louis Benoît. Alors la pièce, on parle du couple, on est en plein dedans, commence par une dispute, comme il y en a tant dans les couples qui vivent depuis plusieurs années ensemble. Lui, c'est un publicitaire, overbooké, bien payé, elle, une graphiste, dont les revenus sont plus aléatoires, et ils ont une cuisine moderne ouverte sur l'appartement qui est le lieu de rencontre idéal. On s'engueule sur un billet de train à réserver, sur le trajet en voiture qui est trop long jusqu'à la Bretagne. Et vlan, un mystérieux mail tombe soudain sur leur téléphone avec un lien Étretat 21 06 2002, le lieu et la date exacte de leur première rencontre. Et alors ce lien, est-ce qu'on clique dessus? Est-ce qu'il s'ouvre instantanément? Qu'est-ce qui se passe, Hélène Kuttner? Naturellement, Cyrielle, ils vont cliquer dessus tous les deux pratiquement en même temps parce que ça interpelle. Et là, apparaît face à l'écran, face à nous spectateurs, une scène captée par une caméra qui révèle le mensonge de Jean-Marc vis-à-vis de Justine. Il ne souhaitait tout simplement pas voyager en voiture avec sa femme durant 4 heures. Stupéfaction, la vérité saute aux yeux de tous. Et le lendemain, on retrouve les deux mêmes dans leur cuisine pendant le dîner. Justine donc a cuisiné. Elle demande à son mari s'il apprécie les plats préparés, il acquiesce, tout en montrant qu'il attaque goulûment son assiette, sauf les betteraves, qu'il n'aime pas. Et là, rebelote. Une nouvelle vidéo, clic, leur parvient, qui déroule le lot de mensonges de Jean-Marc. Je ne vais pas les révéler ici, parce que je laisse aux auditeurs le soin d'aller voir cette pièce, parce que la pièce de Sébastien Thierry, dont on connaît le talent pour traquer l'hypocrisie, les faux-semblants dans notre société avec beaucoup d'humour et de férocité, s'attaque ainsi au fonctionnement du couple. Et on va se poser alors évidemment cette question, qu'est-ce qu'un couple? Est-ce que c'est une construction théâtrale, une intrigue faite de faux semblants et de petits mensonges quotidiens? Je pense que cette pièce le soulève bien. Ben oui, Cyrielle, parce que je dirais tout à la fois, mon capitaine. Parce que comment peut-on survivre quand votre moitié vous poursuit dans la cuisine ou dans la salle de bain, épiant vos goûts, vos aversions, vos manies, vos détestations? Et qui d'ailleurs a placé cette caméra diabolique qui scrutent et livrent les dessous de leur histoire? Rassurez-vous, elle ne révèle pas seulement les mensonges de Jean-Marc, ce serait trop facile, mais aussi les cachotteries de Justine. Et dans ce texte hilarant, formidablement interprété par Yvan Attal, rusé, faussement sincère, et Noémie Lvovsky, fine mouche obsessionnelle, les téléphones portables se retrouvent soit au congélateur, soit dans l'eau bouillante des pâtes. Il y a un singe géant tout d'un coup qui s'amuse à faire chanter les deux époux, comme si le fantastique de leurs mensonges, de leurs fantasmes, leur sautait soudain au visage. C'est vrai que nos iPhones et nos outils numériques sont capables du meilleur comme du pire. Alors on s'imagine ce qui va se passer. On s'imagine ce qui va se passer et c'est de cela que parle la pièce de Sébastien Thierry. Parce que livrer une vidéo qui est prise à l'insu de quelqu'un
peut anéantir. On le voit souvent, les caméras peuvent nous traquer, nous faire chanter, nous tétaniser. Et l'auteur joue avec ses progrès techniques et les envisage face à une institution, on en a parlé tout à l'heure, vieille comme le monde. Le couple, le mariage ou pas, mais en tout cas le couple. Est-ce qu'il peut encore résister à un tel tsunami ? Peut-on encore dire toute la vérité ? Peut-on mentir ? Est-ce qu'on doit, comme sous l'œil de Big Brother dans 1984 de George Orwell, se tenir à carreau ? Est-ce qu'on est obligé ? La question mérite d'être posée. Elle l'a été par des auteurs illustres, comme Balzac au XIXe siècle, dans Physiologie du mariage ou Méditation de philosophie éclectique sur le bonheur et le malheur conjugal. À cette époque, au XIXe siècle, il n'y avait heureusement pas encore de téléphone portable. En tout cas, cher Michael Cohen, dans le Bungalow 21 de Marilyn Monroe, où vous avez quand même mis les pieds, les paparazzi indélicats n'avaient pas besoin d'iPhone pour épier la liaison torride d'Yves Montand et de Marilyn Monroe. Merci beaucoup Hélène Kuttner. Vidéo Club se joue actuellement au Théâtre Antoine et puis Bungalow 21 au Théâtre de la Madeleine. Merci. Et puis j'ajoute qu'on peut lire vos articles sur le théâtre et d'autres choses bien évidemment sur Artistique Réseau. Merci beaucoup Hélène Kuttner. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Tout de suite, c'est la chronique Flashback avec Kevin Derblum. Bonjour Kevin. Bonjour Cyrielle, bonjour Michael Cohen. Aujourd'hui, je suis là pour faire découvrir à nos chers auditeurs vos goûts artistiques et culturels du moment. Quelle surprise de découvrir que votre album du moment n'est autre que Sur les cendres danser, le dernier album de Gilles Caplan que nous avons reçu la semaine dernière, lundi 18 décembre, le lundi qui est habituellement... Septembre, oui. Ah oui, en décembre on était le lundi qui est habituellement le jour de ma chronique. Surprise encore de lire que parmi vos recommandations, théâtre et spectacle du moment figuraient entre autres la pièce Ferme bien ta gueule qui se joue au Théâtre Le Pic, le théâtre de Salomé Lelouch que vous avez reçu Cyrielle dans une précédente émission, dans laquelle j'ai eu le plaisir de faire une chronique flashback. J'étais pas au courant de tout ça. Et, attendez, ayant lu bon nombre d'Hercule Poirot ou Miss Marple d'Agatha Christie, il n'en fallait pas plus à mon esprit et mes petites cellules grises pour réaliser qu'enfin, Cyrielle, après 5 chroniques dans votre émission, et oui, j'ai trouvé le premier fan de ma chronique. Merci, mon cher Michael Cohen. J'étais au courant, bien sûr. Merci de suivre si assidûment mes interventions chaque semaine. Mes trêves de baliverne, il est l'heure pour moi de faire le job, comme on dit, l'heure d'aborder, Michael Cohen, vos goûts artistiques et culturels du moment. Et on va commencer par la musique, comme toujours, Kevin Derblum. Oui, tout à fait, Cyrielle. Excusez-moi, donc Michael, je disais, mais je ne parlerai pas de l'album de Gilles Caplan que vous écoutez en ce moment. Nous sommes ravis que vous l'aimiez, nous aussi d'ailleurs. Mais comme vous le savez, nous l'avons reçu la semaine dernière. Nos auditeurs ont pu écouter son œuvre, découvrir ou redécouvrir cette formidable artiste. Je vais donc, Michael Cohen, évoquer une chanson de votre playlist du moment et on commence avec la chanteuse Kerenan et sa chanson Que neige. Flashback, nous sommes en 2004, la chanteuse Kerenan sort son 4e album intitulé Nolita en référence à un quartier de New York. La chanson Que neige en est la première piste. Dans ce titre, Kerenan évoque avec délicatesse la tourmente provoquée par ses histoires d'amour. En 2022, pour célébrer ses 20 ans de carrière, elle reprend 10 chansons de son répertoire dans un album enregistré avec le Quatuor Debussy, un quatuor à cordes lyonnais mondialement connu. Elle propose ainsi à ses fans une nouvelle lecture de quelques-uns de ses titres, dont Que neige. Écoutons-en un petit extrait. Rappelons que, pour ceux qui ne le savent pas, qu'en plus de sa carrière de chanteuse, Kerenan a écrit pour de nombreux autres artistes. On lui doit notamment le très beau titre Jardin d'hiver qu'elle a coécrit avec Benjamin Biolay et chanté sur un album par Henri Salvador. On passe maintenant, Kevin Derblum, à une chanson d'une autre artiste ou d'un autre artiste plutôt qui figure sur la playlist de notre invité. Tout à fait, Cyrielle. Il s'agit de la chanson Nature Boy de Nat King Cole. A magic day he passed my way. And while we spoke of many things, food and kings. Flashback, en 1948, le titre Nature Boy sort sur l'album The King Cole Trio Volume 3. Et oui, vous avez bien entendu, Nat King Cole faisait partie d'un groupe à ses débuts. Et savez-vous pourquoi King, le roi au milieu de son nom ? Tout simplement parce qu'il a dû porter une couronne à l'époque du groupe pour une opération publicitaire. L'accessoire n'est pas resté, mais le nom de King, oui. Pour revenir à la chanson Nature Boy, dont on ne compte plus les reprises, bien que Nat King Cole soit le premier à l'avoir interprétée, il n'en est pas l'auteur. On le doit à Eden Abez, un
un vagabond à l'allure christique qui dormait dans les canyons de Californie et avait adopté le régime végétarien. Bref, un hippie avant l'heure. Un soir de 1947, alors que Nat King Cole se produit au Lincoln Theater de Los Angeles, Eden Ahbez confie la partition de Nature Boy au valet de chambre du crooner en le suppliant de la lui remettre. Cole s'en empare et le titre devient l'un des plus grands succès, avec plus d'1 million de ventes seulement en 1948. Ahbez a bien sûr été rétribué pour son œuvre. Il partagea d'ailleurs la somme avec ses frères de nature, ses Nature Boys. Et on a un petit cadeau. Je crois que vous avez un petit cadeau pour notre invité, Kevin. En effet, moi aussi, j'aime beaucoup ce tube de Nat King Cole, mais j'avais envie de vous faire écouter une reprise que ma femme écoute quand elle a un petit coup de mou. Vous comprendrez donc, Michael, que je suis bien obligé de vous la faire découvrir ou redécouvrir aujourd'hui. Il s'agit de la reprise de Kurt Elling, un très 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 grand chanteur de jazz américain. Je connais. Magnifique. En fait, c'est une playlist qu'avec des covers de Nature Boy. Voilà. Donc, je peux passer 3 heures à écouter que ça, quoi. Mais celle-ci, c'est vrai qu'avec l'orchestre. Il y a un petit air de Gregory Porter, c'est moi, non? Vous connaissez Gregory Porter? La reprise aussi. J'entends un petit peu le style Porter. Mais c'est sur son album The Messenger, sorti en 1997. Après la musique, la lecture, Kevin. Oui, Cyrielle, nous allons parler du livre que vous lisez en ce moment, Michael Cohen. Il s'agit du premier roman de Bruno Markov, intitulé Le dernier étage du monde. L'art de la guerre, le livre de Sun Tzu, est régulièrement cité dans ce roman. L'art de la guerre consiste à soumettre son adversaire sans le combattre. C'est comme cela que le père de Victor Laplace, le narrateur du dernier étage du monde, s'est fait détruire. Qu'est-ce qui a conduit son père au suicide? Pour le découvrir, Victor Laplace et son avatar Victor Newman, qui n'a rien à voir avec Victor Newman des Feux de l'amour, qui est la série préférée de ma grand-mère, non. Victor Newman est bien l'avatar du narrateur. Il endosse le costume du parfait et brillant consultant en intelligence artificielle dans le but de venger son père. Victor est un surdoué, un homme détruit, dépressif, suite au suicide de son père. Il n'a qu'un objectif pour sortir de son état, la vengeance. Faire payer les responsables, ce qui va le mener au dernier étage du monde. Ce qui fait l'intérêt de ce roman, c'est qu'il pose des questions actuelles et pertinentes à propos de l'IA. Composante inéluctable de notre monde qui est en train de modifier notre vie. Les références scientifiques sont réalistes, crédibles, étayées et d'autant plus effrayantes que Bruno Markov nous parle d'un monde qui est son monde professionnel. Oui, Bruno Markov a été consultant en intelligence artificielle et stratégie d'innovation auprès de grandes banques et d'entreprises du CAC 40 pendant 12 ans. Il sait donc de quoi il parle. Cher Kevin, on n'a pas le temps de faire le cinéma, mais on peut dire quand même un petit mot. Bref, sur La Petite de Guillaume Niclou que Michael Cohen recommande. Vous avez envie d'aller le voir ou vous l'avez vu? Je sais pas. Non, je l'ai pas encore vu. Je vais aller le voir là. Alors on se paye pas. Alors on dit pas tout. Alors je peux juste on dit te un parler petit mot. de la genèse de l'histoire. Voilà, le film de Guillaume Niclou. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les producteurs du film, François Cros et Denis Pinot-Valenciennes, qui dans un premier temps proposent au réalisateur Guillaume Niclou de faire ce film en parlant d'un livre, Le berceau de Fanny Chenel, un roman paru en 2019. Les producteurs font lire ce livre au réalisateur et Guillaume Niclou en ressort très très ému et rapidement il rencontre l'auteur et prépare le film en pensant évidemment il y avait une condition sine qua non à un acteur en particulier sans qui le film ne se ferait pas, qui sera le catalyseur de beaucoup de situations. Il pensait évidemment à Fabrice Lucchini. Qu'on embrasse et que je rêve de recevoir avec grand plaisir. Merci Kevin Derslow. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Je peux rajouter un petit truc? Bien sûr. Alors après, non, juste maintenant, j'y vais. Non, j'encourage aussi les gens à regarder en replay sur M6 le documentaire d'Emmanuel Béard qui s'appelle Un silence si bruyant. Oui, j'en ai vu des extraits. Qui est extraordinairement on va tout dire dans un instant, Mickaël. On peut pas dire un mot trop bref, là, ça va pas du tout. Il est 16h sur Radio J, on revient dans un instant. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Cette année encore et plus que jamais, de nombreuses familles de la communauté ont besoin de vous. Depuis plus de 25 ans, Mazone accompagne ces familles afin qu'elles puissent célébrer elles aussi la nouvelle année dans la joie et dans la cache-route. Tous les ans à Rosh Hashanah, c'est plus de 2000 colis qui sont distribués, composés de 80 produits frais et de qualité. Un colis coûte seulement 60 €. Envoyez vos dons à Mazone, 34 rue des Grilles, 95 500 Pantin. Ou sur mazone.org. 01 48 21 00 30. En 1976, se tient le second procès de Pierre Goldman, militant d'extrême gauche soupçonné d'avoir tué 2 pharmaciens lors d'un braquage ayant mal tourné. Je suis innocent parce que je suis innocent. Personne ne peut rien y faire, même pas vous. L'affaire suscite la mobilisation de nombreuses figures médiatiques. On peut pas comprendre Pierre Goldman si on comprend pas
la portée de son histoire familiale sur sa personnalité et sur ses combats. Le procès Goldman, un film de Cédric Kahn avec Arié Worsalter et Arthur Harari, le 27 septembre au cinéma. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Eva Soto. Bonjour Cyrielle, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité, une frappe ce matin contre une base de missiles iranienne imputée à Israël. Les habitants de la ville de Karamabad ont entendu un bruit terrible et senti le sol trembler sous leurs pieds. C'est la base souterraine d'Imam Ali qui aurait été touchée. Le régime islamique nie toute explosion, mais l'agence de presse semi-officielle Tasnim a bien rapporté de fortes secousses vers 22h dans le secteur de la base souterraine et alentour. Ce qui fait peser le soupçon sur une opération israélienne, c'est le site apparemment visé, celui qui sert à la fabrication des fameux Shahab 3, des missiles de longue portée capables de frapper Israël et même de transporter des têtes nucléaires. Certains observateurs et experts suggèrent donc qu'il s'agirait d'une opération réussie du Mossad, opération qui aurait pu être menée avec des drones d'attaque. Le président turc Recep Tayyip Erdogan déclare que le Premier ministre Netanyahou effectuera une visite en Turquie dans les 2 prochains mois. Je pense que la visite de Binyamin Netanyahou, qui a été reportée pour cause de maladie, aura lieu vers octobre-novembre, a déclaré le président turc. Binyamin Netanyahou devait se rendre en Turquie en juillet, mais il a reporté le voyage parce qu'on lui a implanté un stimulateur cardiaque. Les 2 dirigeants se sont rencontrés pour la première fois la semaine dernière en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Un Kippour sous le signe de la division en Israël. Des affrontements ont éclaté au début du jeûne et à la fin du Kippour hier soir. Des groupes religieux orthodoxes ont défié la municipalité de Tel Aviv et l'ordre de la Cour suprême en mettant en place une méritza pour séparer hommes et femmes pour les prières place Dizengoff. Conséquence, bagarre entre militants orthodoxes et leurs opposants. La police a dû intervenir. Des incidents similaires ont été signalés ailleurs en Israël, notamment à Haïfa. Jusqu'à présent, jamais ces prières séparées hommes-femmes n'avaient créé de telles tensions, mais elles viennent s'ajouter à celles sur la refonte judiciaire. Ce matin, lors d'une cérémonie pour le 50e anniversaire de la guerre de Kippour, Binyamin Netanyahou a joué la corde de l'union. Laïcs et religieux, de gauche et de droite, juifs et non-juifs ont tous prouvé que ce que nous avons en commun est plus grand que ce qui nous sépare, a-t-il dit, des propos qui tranchent avec ceux que le Premier ministre a tenus à chaud juste après ces tensions pour Kippour. Notre correspondant à Jérusalem, Daniel Haïk. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a pointé un doigt accusateur en direction des manifestants qui ont empêché le déroulement de l'office. De manière stupéfiante, a dit le Premier ministre, c'est précisément dans un État juif et durant le jour le plus saint de l'année que des manifestants de gauche se sont révoltés contre des juifs qui étaient en train de prier. La haine de la gauche n'a pas de limite, a dit M. Netanyahou. Le président du camp pour la nation, Benny Gantz, a réagi très fermement aux propos de Netanyahou. C'est lui qui provoque la plus grande haine et qui alimente le feu de la discorde. J'appelle tous les leaders politiques à faire montre de responsabilité et je leur demande de cesser tout propos et acte qui entraînerait la division et fomenterait des dissensions. Notre correspondant à Jérusalem, Daniel Haïk. Diplomatie, une délégation saoudienne en Judée-Samarie pour une réunion avec le président Mahmoud Abbas. Elle est arrivée tout à l'heure. Elle est dirigée par l'ambassadeur saoudien en Jordanie, aussi nommé le mois dernier comme consul à Jérusalem. Cette visite intervient alors qu'Israël et l'Arabie saoudite se rapprochent de la signature d'un accord de normalisation. Des milliers d'Arméniens fuient le Haut-Karabakh. Déjà plus de 13 000 ont réussi à gagner l'Arménie. La région montagneuse majoritairement peuplée d'Arméniens est retombée aux mains de l'Azerbaïdjan. Franck Papazian, le coprésident du Conseil de coopération des associations arméniennes de France, nous raconte ce que tous ces réfugiés fuient. L'armée azerbaïdjanaise terrorise la population, mutile des corps déjà morts d'Arméniens, met en place une terreur psychologique contre les femmes et les enfants, menace de garder les hommes, de laisser sortir les femmes et les enfants, mais de garder les hommes. Il y a une liste de plusieurs centaines de personnes, d'hommes dans le Haut-Karabakh, des résistants, ceux qui ont résisté pendant longtemps. Et les Azerbaïdjanais menacent de les arrêter, de les transférer à Bakou et de les juger. Il y a un climat de terreur absolu. Les gens savent que s'ils restent dans le Haut-Karabakh sans défense, pour eux, c'est soit vivre comme un esclave, soit la mort assurée.
Franck Papazian, le coprésident du Conseil de coopération des associations arméniennes de France. Et puis pour finir, cinéma, le Woody Allen Made in France sort demain dans les salles. Son titre Coup de chance. Le 50e film du réalisateur se passe dans les beaux quartiers de Paris avec une distribution 100% Frenchy. À voir. Et merci beaucoup Eva Soto, on vous retrouve demain à partir de 14h en attendant une courte pause et c'est la suite de notre émission avec mon invité Michael Cohen sur Radio J. Caroline Fourest, directrice de la rédaction de Franc-Tireur. Franc-Tireur, c'est un journal de combat contre les excès, contre les extrêmes. Parce que l'époque est aux radicalités, à la polarisation, à la manipulation, nous, on a eu envie de se battre pour la nuance. Franc-Tireur défendra la raison avec passion. Franc-Tireur, tous les mercredis chez votre marchand de journaux. Alexis Lacroix, directeur de la publication Actualité Juive Hebdo. Cette semaine, notre dossier événement, le climat dans tous ses états. Pourquoi le changement climatique progresse, s'intensifie, s'aggrave. Et en Israël, c'est Climate Tech qui tente de freiner le processus en cours. Un entretien exclusif avec le spécialiste de l'environnement François Gémen. Retrouvez chaque semaine Actualité Juive sur abonnement et en digital sur actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J, merci de nous rejoindre si c'est le cas et si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission. Merci de votre fidélité avec notre invité aujourd'hui, l'acteur Michael Cohen pour la pièce Bungalow 21, dans le rôle d'Yves Montand aux côtés des Sœurs Seigné jusqu'au mois de janvier dans une mise en scène de Jérémy Lippmann, c'est au Théâtre de la Madeleine. On s'est quitté il y a quelques minutes, Michael Cohen, avec l'envie de parler d'un documentaire et je voulais que vous preniez le temps d'en parler. Ouais, c'est gentil, non mais je voulais juste dire qu'il était disponible en replay, que c'est un documentaire qu'a réalisé Emmanuel Béard sur l'inceste où donc elle suit 4 ou 5 personnes qui ont des histoires un peu différentes avec des axes différents et voilà, je l'ai vu dimanche avant dimanche soir sur M6 soir, et j'en suis encore bouleversé parce que non seulement elle se livre mais en plus elle invite d'autres personnes à se livrer là-dessus et que voilà, pour moi c'est quand même ça restera une tâche sur l'humanité et la façon dont elle en parle et les répercussions que ça a, le fait qu'elle en parle, voilà, il y a plein de gens qui viennent moi m'en parler parce qu'ils savent que je suis proche d'elle, c'est la maman de mon fils, donc mais je trouve ça très courageux de sa part et voilà, elle a fait un travail remarquable là-dessus, donc j'invite les auditeurs à regarder ça. C'est très, je vais pas dire fair play de votre part parce que c'est honnête et c'est très humain et c'est un petit peu ce que vous avez dit au début de cette émission. Quand on a aimé quelqu'un, on l'aime un peu pour toute la vie. Oui. Et donc c'est la transition que je n'osais pas forcément aborder, mais puisque on y est, je peux pas ne pas vous demander, vous Michael Cohen, humainement parlant, est-ce que vous saviez comment vous l'avez accompagné en étant son conjoint pendant de nombreuses années ? Oui, bien sûr que je savais, bien sûr qu'on a passé des nuits entières à en parler. Voilà, à part le sentiment de révolte que ça a généré chez moi et l'envie de tuer une deuxième personne, cette personne qui était déjà décédée, et surtout de me dire mais comment je peux l'aider dans cette réparation ? C'est très compliqué. Je sais pas si le conjoint peut avoir cette faculté de réparer, mais il peut un petit peu accompagner. J'ai essayé de l'accompagner au mieux que je pouvais là-dedans, dans ces nuits blanches surtout, parce que une des conséquences, c'est que c'est une véritable insomniaque. Elle a peur de la nuit, peur du noir, donc elle ne dort pas. Mais en même temps, c'est aussi quelqu'un de très fort. Et cette violence, cette profanation de son enfance lui a donné aussi une force supplémentaire. Alors il y a des gens qui soit sont détruits, soit décident de dire encore plus haut et plus fort qu'ils existent et qu'ils emmerdent le monde et ce genre de monde là surtout. Bon. Merci d'avoir dit cela, Michael Cohen. Tout de suite on passe à l'introspection. Oscar Wilde a dit « Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » On va essayer de faire ça maintenant très doucement sur la musique de Jérémy Ababou. Michael Cohen, si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le début,
vous changeriez quoi ? Je changerais rien et tout à la fois. Je ferais autre chose. J'irais vivre ailleurs. Je serais une femme. Je serais chinois, africain. Je serais tout différent pour voir autre chose. Quel conseil donneriez-vous à un enfant pour réussir sa vie ? N'écoute pas trop les conseils qu'on te donne. Fais ce que tu as envie de faire. Quel a été votre plus bel âge et pourquoi ? Certainement pas 20 ans. Et certainement pas l'enfance, certainement pas l'adolescence. Disons que ma vie, elle a commencé à être sympa vers 40 ans, on va dire. Quelle fut la plus grande erreur de votre vie, s'il y en a une, et comment vous l'avez résolue ? J'ai fait une dépression, j'ai fait une dépression à 20 ans et j'ai mis 10 ans à m'en sortir. Et en même temps, j'aurais envie de dire, mais j'aimerais bien ne l'avoir jamais vécu. Et en même temps, le fait de l'avoir vécu, ça m'a libéré de tellement de choses. Et je suis heureux de l'avoir vécu si jeune, finalement. Donc, je prends ma réponse, elle va à l'envers de ce que je devrais répondre. Mais disons, voilà. Ça va très bien. Ça va ? Qu'aimeriez-vous faire, mais que vous ne faites pas, peut-être par peur d'être jugé ? J'ai du mal à chanter en public, en fait. Souvent on dit ça, c'est drôle. Quelle est la chose que vous avez fait cette année et dont vous vous souviendrez toute votre vie ? Là, franchement, c'est pas difficile. C'est quand même la pièce que je joue, ce rôle extraordinaire, et notamment la première. Voilà, le 14 septembre, qui a été un moment de grâce absolue, c'est-à-dire le trac ne m'a pas empêché de faire ce que j'avais envie de faire et de m'ouvrir et les premières sont de théâtre en tout cas de théâtre, c'est des moments inoubliables. Si je vous parle d'amour, Michael Cohen, cela résonne comme quelque chose de vivant ou de souffrant ? Alors, pour moi, l'amour, c'est justement, je cherche à être vivant quand j'aime, et ça me fait souvent souffrir parce que dès que je ne ressens plus ça me fait souffrir, et donc c'est à ce moment-là où j'arrête. Donc tout ça se mélange. Je tombe amoureux parce que j'ai envie justement de vivre, pleinement. Et dès que je perds ces sentiments de vie, ça me fait souffrir. Et donc souvent, je mets un terme à cet amour. Si vous pouviez changer une chose sur votre corps ou sur votre personnalité, qu'est-ce que ce serait ? Peut-être des plus gros mollets. Ça passe. Si vous étiez président de la République, Michael Cohen, quelle serait la première mesure que vous prendriez ? J'interdirais à mes ministres et à tous les gens qui viennent parler à la télé d'avoir des éléments de langage. Pour terminer, qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous ? Que j'ai fait vraiment de mon mieux, quoi. Merci, Michael Cohen. Vous avez fait de votre mieux. Tout de suite, c'est le coup de cœur sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et on écoute ce titre que vous allez voir assez incroyable, Dreaming of You. Peut-être que la voix vous dira quelque chose, je ne dis rien, et puis on en parle. Quand on est ensemble, I've been dreaming of you. Dreaming of you. Dreaming of you. I've been dreaming of you. Souvent j'ai aimé aussi vite qu'il faut pour le dire. Souvent j'ai traîné pour faire durer mes souvenirs. Y'a trop de fêlures là sous mon âme, mon cœur fait boum, boum, boum. You come alive, we spread around, and y'a que nous. Tu sais quand on est ensemble, I've been dreaming of you. Dreaming of you.
en train d'écouter Davy en face de moi. Bonjour Davy. Bonjour. Alors sur ce titre, on a la sensation, donc on entend bien un duo, on a la sensation d'entendre un chanteur très connu. Je vais dire qui, je vais me permettre, Ed Sheeran, mais ce n'est pas Ed Sheeran. Exactement. Alors qu'est-ce qui s'est passé sur ce titre ? C'est assez bluffant. En fait, j'ai entendu parler de l'intelligence artificielle comme plein de gens et de tout ce qui était mis en place et notamment du fait que maintenant on peut avec n'importe quelle voix la transformer et en faire la voix de tel ou tel chanteur. Et donc du coup on s'est dit ok, on va essayer de composer et de faire donc ce featuring avec finalement un robot et de faire toute une campagne autour de ça qui a duré à peu près 3 semaines je pense. Je suis partie à Londres, j'ai fait pas mal de petites vidéos de story sans jamais dire qui c'était et tout était fait par IA quasiment. Les vocaux, on a imité des vocaux WhatsApp, on a fait une photo, la pochette de l'album d'ailleurs elle a été faite par IA aussi et en fait je dirais 70% des gens y ont cru. Ouais. Et en fait, finalement, c'est assez... Après, j'ai fait un micro-trottoir dans la rue pour interroger les gens, pour savoir s'ils trouvaient que c'était la voix d'Ed Sheeran. Alors, il y en a qui m'ont dit oui, il y en a qui m'ont dit non. Pour savoir ce que les gens pensaient de l'intelligence artificielle, les avis divergent. Mais quels que soient les avis, j'ai envie de dire que c'est quand même un concept extrêmement novateur. On va pouvoir peut-être faire dans l'avenir des duos avec tous les artistes qu'on aime. Je pense à Michael Jackson notamment et d'autres artistes qui sont plus forcément là en plus. C'est assez fou. Comment vous avez eu cette idée ? C'est quand j'ai vu que c'était possible de faire ça. Alors moi, à titre très personnel, et ça n'engage que moi, ça me fait extrêmement peur. Parce que du coup, oui, en effet, on peut faire revenir Michael Jackson, mais il n'a pas donné son avis. Et on peut en même temps... ça va très loin aussi même. Est-ce que sur ce titre-là, Ed Sheeran, il est au courant ? Est-ce que vous avez envie de lui envoyer, de lui en parler ? Parce que c'est quand même, ça fait sourire quand même, on se dit... Je le connais pas, si je le connaissais, je lui enverrais et j'espère que ça le ferait sourire. On va le taguer. On va le taguer. Davy, on vous connaît, on se connaît, vous étiez venu la dernière fois à nous voir. Qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on s'est vu ? Parce que je crois que notamment il y a eu un duo avec Amir, il s'est passé pas mal de choses dans votre évolution. Oui, en effet, j'ai chanté avec Amir en décembre dernier lors de sa tournée. J'ai fait une date avec lui, on a chanté en duo. J'ai sorti quelques singles en plus, notamment Bancal. Je crois que j'étais venue juste avant Bancal. Voilà, qui fera partie de mon futur album, du coup, qui sort au mois d'octobre, le 27 octobre exactement. Là, on tourne le clip d'un des singles qu'on va extraire de l'album qui s'appelle Bien plus que toi. C'est un featuring avec un artiste qui s'appelle Ezar. Que j'ai rencontré quand j'étais adolescente et avec qui on a gardé contact et aujourd'hui on est très amis. Voilà. On a le droit à une exclusivité, alors on va Bien faire sûr. écouter un petit bout de Bien plus que toi sur l'antenne de Radio J. C'est pour ces dimanches un peu plus vieux où je regardais ta bouche. Quand toi tu regardais mes yeux, tu trouvais pas ça louche. Devant une série au coin du feu, faire que nos deux pieds se touchent. Tu croyais que c'était un jeu, et puis soudain c'est la douche froide. Je t'aime bien plus que toi. 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 Qu'est-ce qu'on a à perdre? Ce qu'on est, qu'on ne sera plus que le temps de se perdre dans les draps d'un autre de plus. C'est pour ces dimanches un peu plus vieux. Je me sentais Bien plus que toi en exclusivité sur l'antenne de Radio J à découvrir dans votre prochain album Davy. Alors Davy, ça s'écrit D-V-I-E, mais ce sera Davy un peu plus loin, comme plusieurs vies. Je suis ravie que vous soyez venu nous voir, Davy. On va écouter un petit bout de Bancal sur l'antenne de Radio J. Je rappelle quand même que depuis 2021, vous travaillez avec Hookers Records, donc vous n'êtes plus totalement indépendant. Vous travaillez avec Fabrice Haddad, que j'embrasse très très fort. Vous avez sorti un premier single qui s'appelait La rue est à nous, qui prenait la liberté, la vie. Vous aviez repris aussi les bêtises de Sabine Paturel, et puis un autre single était sorti, Était parti, suivi également des titres dont vous venez de nous parler il y a un instant, comme Bancal, qui fera partie donc de ce prochain album, avec Bien plus que toi, Voilà. j'imagine également. Je suis ravie de vous avoir eu avec nous. Un petit mot de la fin et puis après je dis où est-ce qu'on peut venir vous retrouver.
Tout à fait. Donc, du coup, mon album sort le 27 octobre. À cette occasion, je ferai un showcase juste après au Cancan Pigalle le 31 octobre. Pardon. On sera deux, du coup, pour ce concert-là. Zanarelli, qui est un autre chanteur. Que j'embrasse très fort aussi, que je connais. Et le 20 novembre, je serai aussi à l'Alhambra pour l'anniversaire des Polymuscles, qui est une association. C'est chapeauté par Grégory Bakian. Que j'embrasse aussi. Et il y a d'autres choses qui se mettent en place petit à petit. Et peut-être encore au théâtre Montmartre Galabru en novembre également. Tout cela sera donné sur les réseaux sociaux, je l'imagine bien, sur votre Instagram Davy, DVIE off, 2F comme officiel. Également sur Facebook sous ce nom-là, TikTok et puis aussi sur YouTube en tant que DVIE 302. Merci Davy d'être venu nous voir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio J et à très vite. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Comme toujours à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. Michael Cohen, je ne sais pas si vous l'aviez vu dans les émissions que vous avez entendues, mais on y va tout droit. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Et à ma gauche, Nathalie Daudrieux, que vous observez, a pris plein de notes avec un stabilo vert, orange, bleu. Plein de notes ont été écrites sur ces feuilles A4. Bonjour Nathalie. Bonjour Cyrielle, bonjour Michael Cohen et bonjour aux auditeurs, bonjour Davy. Effectivement, vous avez dit beaucoup de choses, donc il fallait un petit peu que je fasse le tri parmi tout ça et merci pour votre générosité. Voilà, moi j'ai entendu vos trois mots au tout début, donc il y avait hédoniste pour vous décrire, fataliste et bouquiniste. On peut voilà sentir comment ça a été assez parlant. Moi, j'avais trois mots aussi pour vous décrire un petit peu dans ce début de portrait. Il y avait vraiment spontanéité, il y avait profondeur et empathie. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai pu sentir. Alors, je développe forcément, vous avez parlé de vous avec beaucoup de vérité et de votre enfance, de ce climat familial dans lequel vous avez grandi et qui était peut-être mal adapté, dirais-je, en termes de rapport à l'amour. Vous avez une vision très idéaliste, idyllique, d'une union symbole de peut-être de fusion, dirais-je, et d'harmonie. Et vous avez deux parents qui, malheureusement, finissent par ne plus se parler. Et ça crée en vous peut-être un grand besoin d'encore plus de proximité, dirais-je. J'ai la sensation que c'est ça, cette quête, la proximité avec le public, la proximité dans vos textes, dans vos livres, avec les mots. Mais c'est ça, c'est ce besoin de contact que j'ai pu sentir. Je ne sais pas si ça vous sonne juste. Oui, peut-être, oui. J'essaye de trouver des ponts peut-être entre les êtres et d'être un témoin aussi de... Oui. Si ça résonne en vous. Alors cette enfance, vous le dites, embrumée, vous amène tout de suite à faire une association incroyable. C'est acteur égale devenir ailleurs, aller ailleurs, bouger ailleurs. Et donc il y a comme une envie d'aller goûter ce monde dont vous rêvez, qui est un monde inconnu. C'est l'aventure de la scène, l'aventure de la comédie, de changer de peau. Et vous le dites, vous trouvez en la scène comme un ventre, comme une matrice réconfortante. Vous le dites, c'est chez vous, c'est votre église. Alors c'est votre lieu où vous pouvez vous permettre de tout exprimer, peut-être par compensation, on le sait, l'humour, la comédie, les livres sont des fuites merveilleuses dans lesquelles on peut s'autoriser à être sans limite. C'est ça, oui. Vous le dites très bien, j'ai pas besoin pas la peine de rajouter comme disait Jacques Vabre. Écoutez, c'est vraiment ce qui a transpiré de vous. Alors vous êtes effectivement dans un refus des étiquettes et des clichés en parlant de votre nom. Vous affichez voilà le drapeau du mot Cohen, voilà que vous allez porter, mais que vous allez pouvoir je veux dire naviguer dans ce que vous décidez d'accepter ou pas. Vous allez ajuster en fonction de ce qui est bon pour vous, en fonction de ce qui sonne juste. Bien sûr. Alors, il y a un niveau de conscience qui est assez troublé lorsque vous êtes à l'écoute de la chanson d'Yves Montand. Vous savez, parfois, on a des niveaux de conscience qui fait qu'on est capable de lire un bouquin, mais quand même d'être connecté à ce qui se passe à l'extérieur. Et vous êtes comme absorbé
impossible de continuer à répondre aux questions de Cyrielle. Vous êtes plongé dans cet univers d'Yves Montand. Très difficile, je me sens connecté. C'est comme s'il me parlait dans l'oreille là, et j'ai dit attends, excusez-moi, laissez-moi qu'il finisse sa phrase et après je vous répondrai. Oui. Mais c'est ça que j'ai pu voir aussi en vous. Il y a une véritable immersion dans tout ce que vous faites. Même ces livres dont vous parlez, alors qu'ils sont porteurs d'un message, c'est est-ce qu'on serait donc programmé pour la complexité ? Sinon, il y a de l'ennui. Et c'est aussi pour ça que vous dites que vous êtes hédoniste, fataliste au début, parce qu'il y a vraiment un mordant de la vie très fort en ce qui vous concerne. Et je dirais un goût prononcé, notamment pour la profondeur, bien sûr. Les relations profondes, les relations légères, d'une certaine façon peut-être doivent vous ennuyer, parce que pas assez croustillant, peut-être pas assez de choses à réparer. C'est possible, oui. Alors, est-ce que le couple serait un laboratoire pour pouvoir se transformer ? Et malheureusement, oui. Et vous êtes bien servi, la vie vous apporte des travaux pratiques assez forts. Alors, mais la chance que j'ai, c'est que je peux faire part de mes travaux, justement, de mes réflexions, dans mes livres, dans mes pièces ou dans mes rôles. Oui. Mais vous ne le gardez pas simplement pour vous. Je dirais vraiment comme un symbole d'une union et d'une idylle. Vous êtes vraiment en quête de quelque chose qui est à raconter sur scène, mais aussi à la vie, où je dirais l'harmonie des contraires permet vraiment une exploration de soi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michael Cohen. Merci. Et merci à vous, Nathalie Daudrieux, notre psychothérapeute que l'on retrouve toutes les semaines sur l'antenne de Radio J, thérapeute psychocorporel. C'est encore plus précis. Merci beaucoup, Nathalie Daudrieux. Merci à vous. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. C'est une chanson qui nous ressemble. C'est la fin de cette émission avec vous, Michael Cohen. Merci beaucoup d'avoir été mon invité. Je me permets de dire qu'avant l'émission, pendant l'émission, vous avez été charmant, très agréable, très accessible, que ce soit en termes de avant-après, dans le off, parfois on est différent. Et ce n'a pas été le cas. Donc merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça me paraît normal, mais sur l'antenne de Radio J. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes venu nous voir pour la pièce d'Éric Emmanuel Schmitt, Bungalow 21. Où vous êtes dans le rôle d'Yves Montand aux côtés des Sœurs Seigné jusqu'au mois de janvier dans cette mise en scène de Jérémy Lippmann au Théâtre Madeleine. Merci beaucoup. Un mot de la fin qui vous revient. Bonne journée à tous. Et à vous aussi, merci pour cet échange. Merci à l'artiste Davy d'avoir été mon coup de cœur du jour sur Radio J, à la réalisation Philippe Sinclair pour l'audio et la vidéo, et bien Alan Lucas. Notez que vous pouvez réécouter cette émission sur radioj.fr, YouTube et toutes les plateformes de streaming. Merci à toutes et à tous, bien évidemment, de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain dès 15h avec Michelangelo Loconte pour la tournée des comédies musicales. À demain. Belle journée à tous sur Radio J.